Delphine Chaume, bonjour. Bonjour. Dans le cadre du Forum des Humanités, nous avons décidé de nous intéresser à une thématique qui est celle de la violence et nous pencher plus particulièrement sur un ouvrage de Monder Kilani qui s'appelle Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale, et donc de nous pencher sur cette question spécifique qui est celle du cannibalisme. Mais l'originalité de cet ouvrage n'est pas tant de s'intéresser au phénomène cannibale en tant que tel, mais de s'y intéresser en tant que métaphore qui, par son excès, révèle des logiques qui sont non pas manifestes, mais des logiques sous-jacentes. Oui, parce qu'en fait, ce que dit Monder Kilani dans cet ouvrage, c'est que le cannibalisme en soi ne décrit rien. C'est-à-dire qu'on peut parler du cannibalisme dans la relation à l'autre et dans la métaphore pour essayer de comprendre le réel. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'ogre des contes pour enfants, c'est du cannibalisme? Est-ce qu'on peut dire que l'Eucharistie et manger le corps du Christ, c'est du cannibalisme? Non, pas forcément. Et d'ailleurs, ceux qu'on accuse ou qu'on définit comme cannibales ne se définissent pas du tout, eux, comme cannibales. C'est-à-dire que ça peut être des pratiques, par exemple, dans un rituel mortuaire ou dans une démarche sacrée où il y a de l'ingestion de chair, mais évidemment, eux ne se considèrent pas comme cannibales. Donc c'est toujours de l'ordre du discours et la tentative de connaître l'autre par cette entrée qu'est le cannibalisme. Oui, ça nous dit quelque chose sur la relation qu'on a à l'autre, mais c'est du discours qui est plaqué sur une situation et sur une relation. On en a un exemple qu'on connaît bien en Occident, c'est celui de la relation amoureuse, qui est souvent décrite en termes cannibales, manger l'autre, dévorer des yeux, etc. Et là, on est au cœur du cannibalisme, comme discours. Oui, c'est-à-dire que déjà dans le rapport mère-enfant, où il y a finalement une ingestion réciproque de l'enfant vers la mère et de la mère vers l'enfant, qui le dévore de bisous, qui a envie de le croquer, etc. Et finalement, c'est cette hantise de ce lien-là un peu dévorant qu'on peut retrouver à l'âge adulte avec des fantasmes comme celui de la menthe religieuse, par exemple. Parce qu'il y a aussi dans le rapport amoureux une extrême violence qu'a perçue Freud. Le lit, c'est le lieu du danger extrême, de l'extrême violence, de l'accouplement primitif, etc. Et c'est ce qu'on peut voir dans le conte de Perrault, et là qui est une illustration aussi du cannibalisme et de sa violence. Dans le conte de Perrault, vous avez la grand-mère, le loup et le petit chaperon rouge. Et la grande victime, en fait, c'est la grand-mère, puisqu'elle est mangée deux fois. Une fois par le loup et une seconde fois par le petit chaperon rouge, puisque le loup cuisine la grand-mère pour le petit chaperon rouge sous forme de boudin et de sang. Qui sont en réalité les attributs de la féminité. Donc, pour acquérir le pouvoir de procréation, le petit chaperon rouge mange la grand-mère. C'est comme ça qu'elle va se procurer ce pouvoir-là. Et c'est aussi, par cette violence-là, pouvoir s'émanciper de la mère, des parents. Et finalement, on peut se demander si la morale du conte de Perrault, c'est pas, et c'est ce que souligne Monder Kilani, c'est pas « jeune fille, émancipez-vous » avant d'être mangée par votre mère ou votre grand-mère. Et on peut se demander si c'est pas encore plus actuel aujourd'hui, au moment où les mères et les grand-mères restent actives très longtemps et peuvent elles-mêmes procréer très longtemps. Alors on voit il y a une double logique, soit une logique d'absorption, de faire revenir à soi, soit au contraire la logique de séparation. Et le cannibalisme, la relation cannibale, peut désigner ou l'un ou l'autre. Oui, et je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que le cannibalisme, que ce soit quand on le plaque sur un groupe, une population, etc., c'est pour comprendre cette population, pour essayer de l'approcher, et ça peut être aussi un moyen, parce que c'est un moyen de connaître l'autre, c'est-à-dire quand on ingère l'autre, c'est pour essayer de le connaître de la façon la plus intime qui soit. Et Monder Kilani prend l'exemple de la Bible et de Adam qui mange le fruit défendu. En fait, en mangeant le fruit défendu, certes, il chute et il connaît le sexe et la mort, mais aussi le savoir et la création. Et donc, ingérer l'autre, c'est approcher d'une certaine connaissance de l'autre, enfin, d'une réelle connaissance de l'autre qu'on n'aurait pas par ailleurs. Donc il peut passer par une forme de violence aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette figure du cannibale, elle est beaucoup plus subtile que la projection anthropologique, coloniale sur le cannibalisme de l'autre, en l'occurrence du sauvage,
qui là, elle, semble nous renvoyer du côté des catégories du dégoût, par exemple, du vice, de l'amoralité, de l'immoralité. Et on en a la perception, notamment avec toute l'entreprise coloniale, enfin, qui a débuté avec Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique. Dans le bouquin, Mondaire Killani nous explique qu'en fait, il est très imprégné de la mythologie grecque, évidemment, c'est notre fond commun à tous, et qu'on voit dans le mythe d'Hésiode de la création du monde, on voit l'apparition d'un monde qui se fait à partir de la béance, de la nuit totale. Ce monde se construit au fur et à mesure. Alors vous avez Ouranos et Gaïa, Ouranos le ciel et Gaïa. Ouranos est couché sur la terre, procrée, et les enfants restent enfermés dans le ventre maternel. On revient finalement au conte du petit chaperon rouge, jusqu'à ce que Chronos, donc le temps, arrive à se dégager et à créer l'ordre du monde avec le temps qui passe, la succession des jours et des nuits. Mais lui-même devient un dieu, c'est le premier dieu qui est séparé, individualisé, qui va lui-même manger ses enfants. Donc la tentation finalement cannibale, celle de manger, d'ingérer, nous renvoie à la nuit totale, à la béance, au chaos, au silence, et c'est cette perception-là que Colomb amène avec lui quand il observe les sauvages. Oui, parce que c'est le cannibalisme et ceux dont on pense qu'ils sont cannibales, c'est vraiment l'humanité primitive, celle dont on suppose qu'elle a le désir de goûter à la chair humaine, au sang, etc. Donc Avant vraiment, la culture, on est dans la nature. exactement, c'est vraiment le nous antagoniste au nous civilisé, c'est le nous sauvage, voilà. Et quand Colomb arrive aux Amériques, il rencontre une tribu d'Indiens qui sont terrifiés par un peuple qui s'appelle les Caribes et qui, a priori, mangerait peut-être de la chair humaine. Ils ont un seul œil et une face de chien. Et donc on a ce peuple caribe et puis le mot canis, donc chien, qui mangerait aussi de la chair humaine, et c'est carib et canis qui vont donner le mot cannibale, en fait, cette conjonction des deux mots. Et c'est effectivement parce que les explorateurs à la fois voulaient découvrir et avaient peur de découvrir un peuple monstrueux, tellement monstrueux qu'il mangerait de la chair humaine. Et donc en fait, ces suspicions de cannibalisme vont devenir des affirmations parce que ça va être bien pratique pour les spolier et pour exercer sur eux des faits très coercitifs, enfin vraiment pour les torturer, les tuer et spolier leurs terres. On a envie de trouver chez le primitif, chez le sauvage, du cannibalisme, des actes cannibales, pour justifier justement la croisade religieuse de civilisation. Mais finalement, le discours se renverse, c'est-à-dire que c'est le colonisateur, l'occidental, qui montre par ce discours une sorte de projection imaginaire sur l'autre de sa propre violence colonisatrice, qui est une ingestion de l'autre, alors culturelle, civilisationnelle, etc. On mange l'autre et son environnement. Mais d'ailleurs, en fait, les Basotho, donc d'Afrique australe, désignaient les Afrikaners comme des cannibales. Les Afrikaners, c'est l'Afrique du Sud, hein, pour expliquer à nos étudiants. Ouais. Et donc, ils les désignaient comme des cannibales, parce que les Afrikaners avaient spolié leurs terres, et ils désignaient comme cannibales aussi les compagnies minières. C'est-à-dire que là, c'est effectivement le blanc colonisateur qui est le blanc qui dévore le monde de ces populations et qui n'est plus finalement le garant d'une morale universelle et de respect de la vie humaine, mais au contraire qui transgresse l'éthique locale de ces populations. En les rejetant hors de l'humanité, ce qui permet d'avoir toutes sortes de pratiques hors du cadre légal, des droits de l'homme, etc., puisque c'est des gens qui sont placés hors humanité par leurs pratiques qu'on juge sauvages et qui sont parfois purs fantasmes et non avérés. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que si on se sort de ce discours colonial et qu'on regarde de près ce que sont les pratiques cannibales, on se rend compte que c'est des pratiques qui sont ritualisées, socialisées, publicisées, c'est pas du tout caché et c'est pas du tout honteux comme on pourrait le croire, et c'est d'abord une relation qui s'établit, une relation symétrique, notamment quand il s'agit de manger un adversaire, un ennemi. C'est un rapport d'égalité qui est instauré dans la relation cannibale chez les sauvages. Oui,
Parce que, encore une fois, le cannibalisme ne peut s'entendre que dans le cadre d'une relation à l'autre, entre deux individus ou deux populations, mais ce n'est pas une pratique solitaire. Elle est toujours construite dans le rapport à l'autre. C'est la raison pour laquelle cette logique qui finalement finit par avoir un équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un dominé et un dominant quand on parle de cannibalisme, mais d'équilibre en fait. Parce que le cannibalisme, enfin cette métaphore-là du cannibalisme, c'est par la violence ou par une violence supposée, la rencontre avec l'autre. Parce qu'il y a le désir de connaître l'autre, il y a un désir de connaissance en fait et de savoir dans ce qu'on suppose du cannibalisme. Oui, ça va même un peu plus loin. Il est dit, c'est De Castro, je crois, qui est cité dans l'ouvrage, peut-être que je me trompe sur le nom, qu'à travers l'autre, je peux mieux comprendre qui je suis, mieux percevoir mon identité. Là, en fait, c'est très moderne, c'est de dire nous sommes tous séparés. La fusion initiale, l'origine du monde fantasmé où on ne fait qu'un, eh bien, on est projeté dans le monde et on est séparé, on est divisé. Et tout d'un coup, par le regard de l'autre, je peux arriver à me saisir moi. C'est-à-dire qu'en mangeant l'autre, je deviens un peu l'autre, et j'arrive à me voir, ou le mort aussi, les ancêtres, etc. Donc on a besoin de se décentrer pour se connaître, quoi. Ça nous dit ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Monder Kelani prend l'exemple justement d'Internet, du web, qui avale en fait les données des individus sans réciprocité, c'est-à-dire sans permettre qu'il y ait justement cette réciproque et cet équilibre. Et ça, c'est vraiment problématique parce que ça serait presque une sorte de cannibalisme total et donc une violence qui ne sert à rien, c'est-à-dire qui ne rend rien, qui ne produit rien. Oui, c'est ça. On est l'ancêtre de ça, ce serait Big Brother qui nous observe tout le temps, qui est au-dessus de nous. Donc, si le cannibalisme des sauvages, il y a une relation d'équilibre et symétrique, chez nous, occidentaux, le cannibalisme relèverait plutôt d'une relation asymétrique qu'on retrouve très bien dans les régimes totalitaires ou fascistes ou dictatoriaux, où là, il y a la métaphore justement cannibale, c'est le tyran qui mange son peuple. Oui, alors ça, c'est pour exprimer cette violence-là, la violence des régimes totalitaires. Donc le cannibalisme est une métaphore qui a été très utile et qui est très ancienne, puisque même la Boétie parlait enfin, de manche-peuple pour parler du pouvoir. Parce que le pouvoir, comme fossoyeur du peuple, est un pouvoir cannibale, c'est-à-dire qui avale l'individu, voire une population tout entière. Et Dadoun, en parlant donc du système soviétique et donc de Staline comme l'ogre du Caucase, montrait bien en fait que la logique de ce régime était la dévoration, devant aller même pour être abouti à l'autodévoration de ses membres. Et là, on retrouve aussi quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la relation, plus de l'ordre de la réciprocité, quand on est dans la logique de l'autodévoration. Alors, si on reste en Occident, ça désigne évidemment le tyran. Donc, là, comme métaphore, on va parler du tyran comme figure cannibale, mais ça peut aussi désigner le système dans lequel on vit, le système capitaliste. On voit notamment chez Marx un certain nombre d'usages de métaphores cannibales, notamment pour désigner comment on crée de la valeur, quoi. On crée une plus-value, la plus-value va nourrir le capital, c'est ce qui va sous-tendre l'exploitation de l'homme par l'homme, et comment on se nourrit de la vie du prolétaire finalement pour créer de la richesse. Et là, la métaphore cannibale est pertinente pour penser ça. Oui, et en fait, Marx s'empare de cette métaphore-là, et donc du cannibalisme, parce que ça va lui permettre de se mettre à distance de son objet d'étude et de l'envisager autrement. On est encore une fois dans cette démarche de connaissance et de savoir et d'essayer de saisir quelque chose par la métaphore du cannibalisme. Et ça va lui permettre de montrer que le capitalisme évolue en deux phases. Donc la première phase, c'est cet appétit insatiable du capitaliste pour la force de travail et pour la production des travailleurs. Et donc cet appétit inextinguible qui est une espèce d'accumulation primitive. Et la deuxième phase, en fait, c'est que autant il faut ingérer cette production,
sans tuer celui qui l'a produit. Et c'est là en fait un petit peu le paradoxe, c'est qu'on est dans un cannibalisme qui ne peut pas être satisfait. Et là où c'est intéressant, si on parle d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on est dans une logique où c'est l'esprit qui est la ressource du capitalisme, et non plus le corps, mais c'est l'esprit, d'où en fait une sorte de glissement de la figure du cannibale ou de celui qui est mangé à la figure du zombie qui est le mort-vivant. Mhm. Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on pense à Germinal et donc aux conditions de travail terribles dans minières au 19e siècle. On voit le problème, c'est si vous épuisez votre force de travail, les gens meurent, les gens sont fatigués, les gens sont malades et ils ne servent plus à rien. Donc il faut assurer à ces gens le temps, l'énergie nécessaire, non seulement pour vivre, mais surtout pour se reproduire et fournir la force de travail de demain. Donc les congés payés, la régulation du temps de travail, etc. Ça, c'est le premier temps. Mais ce que nous dit et Marx et dans l'ouvrage après, c'est que finalement, l'appétit du capitalisme étant tel qu'il n'a pas de limite, il va toujours falloir trouver de nouvelles ressources. Et quand celles-ci, les ressources, disons, naturelles ou matérielles, tendent à s'épuiser, il va falloir trouver de nouveaux débouchés cognitifs, comme vous dites, avec par exemple les réseaux sociaux. Hein. On voit les GAFA, ce que ça crée comme valeur immatérielle. Mais c'est comme une logique finalement insulaire. Le monde, il est limité, le nombre de ressources est limité, donc il va falloir fabriquer toujours de nouvelles ressources sur des choses qui auparavant échappaient au système marchand. Et on arrive jusqu'aux zombies, puisque la métaphore est filée, c'est on va chercher la vie elle-même. Et c'est la biopolitique, c'est le génome, c'est tout ce qui est la révolution cognitive et ainsi de suite. On s'approche au plus près de ce qui est intime. Oui, tout en le désingularisant. Oui. C'est-à-dire que c'est finalement ce que laisse supposer Monderkilani à la fin, c'est que si on pousse cette logique-là, il n'y a plus d'individu singulier, mais il y aurait une sorte d'homme transformé et interchangeable finalement, puisque si on pousse cette logique des GAFA, des algorithmes, qui mangent tellement l'individu et sa singularité pour en faire des individus, pour essayer de supposer quel va être le désir de ces individus avant même que les individus en soient conscients. Donc finalement, ça gomme toutes les altérités pour produire des modèles. Et oui, et si pour s'amuser, on pourrait dire que finalement, un mort dans la société occidentale se retrouve vivant sur un cimetière virtuel où il n'existe pas, de cette façon, alors que dans le cannibalisme sauvage, primitif, le mort va se retrouver dans la vie de celui qui l'a mangé et va donc continuer à vivre à travers l'existence de quelqu'un d'autre, et donc il va y avoir une sorte d'héritage, mais toujours par la singularité en fait. L'autre continue à être vivant et à produire du sens et du monde. Oui, et c'est là où on peut voir que finalement, l'extrême violence a priori du cannibalisme est une véritable production de vie. Et je vous propose de nous arrêter ici. Merci. Merci.